Ce matin, nous avons réalisé notre rencontre telle que c'était prévu avec l'abbé José Mpundu. Nous avions parlé d'Evangelii Gaudium, nous avions partagé les idées ensemble, la famille Pax Romana. Nous étions les membres du MIC et du MIEC, une trentaine. Nous avons essayé de voir d'abord les défis au niveau africain, puis au niveau national et au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est l'engagement de tout un chacun, où chacun doit se remettre en cause et voir ce qu'il peut faire par rapport à sa foi. Mais tandis que quand nous avions analysé au niveau africain en général, nous nous sommes dit que le plus grand défi qu'il y avait aujourd'hui en Afrique, c'était le défi de la démocratisation. Parce que c'est là où il y a des problèmes de démocratisation qu'on nous amène des conflits, qu'on nous amène des guerres. Et lorsque nous sommes revenus chez nous au Congo, il y a eu des défis, que ce soit des défis au niveau économique. Nous avions parlé du problème de défis, par exemple, de chômage, les défis en ce qui concerne la sécurité, les défis en ce qui concerne le tribalisme qui reprend encore son droit de chemin, la méfiance par rapport au clergé, la méfiance des jeunes par rapport au clergé. La méfiance, c'est surtout en rapport avec l'attitude qu'affiche aujourd'hui le clergé. Parce que cette méfiance-là, c'est sûr, aujourd'hui, par exemple, au niveau de notre pays, nous avons vécu cette situation-là dans plus de 2 paroisses, où réellement, ce sont les propres laïcs qui s'en prennent à leur clergé. Et nous disons, si déjà on en arrive là, ça signifie qu'il y a une incompatibilité comportementale qui choque, ce qui fait que réellement, il n'y a plus de relations interpersonnelles. Or, le prêtre, au-delà d'être sur sa chair, doit avoir une relation personnelle avec les laïcs. Oui, le plus grand reproche, c'est la mégestion. La pauvreté fait que il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à beaucoup de déviationnisme. Cette pauvreté fait que il y a des jeunes qui sont plus en train de quitter l'Afrique. C'est là que nous vivons les phénomènes de migration. Il y a la pauvreté qui fait que localement, il y a des jeunes qui sont en train de quitter l'église pour aller dans les églises de réveil. Généralement, les églises se créent pratiquement sur chaque rue, tout simplement parce que les jeunes trouvent là un moyen de pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, c'est plus une recherche des solutions au problème de la pauvreté. Et cette pauvreté fait que il y a le problème de corruption, qui est aussi un défi majeur que nous devons résoudre. Voilà, par rapport à ces défis, il y a beaucoup d'actions qu'on doit poser pour pouvoir trouver une solution. Parce que déjà au niveau de nos gouvernants, il se pose un problème de responsabilité. Et là, j'ai rejoint Dieudonné qui a parlé du défi de démocratisation, qui est en fait un élément qui implique tous les autres défis que nous vivons ici chez nous en Afrique. Nous avons relevé un autre défi, la perte de certaines valeurs familiales. C'est que la famille a perdu certains repères puisque les parents ne sont plus en mesure, surtout dans des milieux urbains, de subvenir à tous les besoins de leur progéniture. Et donc, ils n'ont plus la pleine maîtrise sur le comportement de la jeunesse, et les jeunes ne se laissent pas non plus canaliser suite à ce manque de repères. Et donc,
il y a la famille et l'école comme outil de reproduction sociale où il y a un problème. On a aussi relevé l'école parce que maintenant l'accent est plus mis sur l'acquisition du diplôme papier plutôt que de connaissances qui permettent à la jeunesse de s'émanciper, de s'autonomiser. Et donc, l'accent a été mis sur l'école comme canal d'autonomisation de la jeunesse, où les jeunes apprennent à entreprendre au lieu qu'ils apprennent seulement à travailler comme clerc, mais il y a tout ce défi de la jeunesse ou de la pédagogie de l'entrepreneuriat qui est encore un défi à présent, et aussi les valeurs familiales qui sont un peu sérieusement, qui sentent quand même le coup de la pauvreté parce que les parents ne sont plus toujours en mesure de subvenir à tous les besoins de leurs enfants, principalement dans les milieux urbains où la vie est un peu plus chère. C'est cette histoire-là de l'exclusion de la jeunesse qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons eu parmi les marginaux ceux qui ont amené pratiquement l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa, et qu'on appelle ici chez nous les Chegues. C'est un phénomène évidemment qui a commencé dans le début des années 80, lorsque les sociologues l'ont étudié, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ces jeunes-là qui étaient marginalisés, le lendemain, ce sont ceux-là qui vont devenir les premiers brigands, les premiers attaquants de leurs propres frères, de leurs propres sœurs. Mais cette histoire-là est consécutive réellement au manque de partage équitable des ressources nationales. Ah, c'est ça le problème. Lorsqu'il y a la malgouvernance, la situation fait qu'on ne saura plus rien faire. Les gens se rendent compte, nous savons très bien qu'il y a l'argent au pays, pendant qu'on nous dit qu'il n'y a pas de quoi nous faire vivre, mais on voit les autres à ce moment-là en train de s'enrichir, qui est en train de construire des bâtiments en étage, qui est en train de s'acheter des voitures, de s'envoler, d'aller à l'extérieur, avec l'argent du Congo que nous n'avons pas. Et cette frustration-là fait que réellement, qu'on le veuille ou non, l'insécurité arrive. Et de sorte que même quand on parle de la situation qui arrive au niveau de Beni à l'Est, où vous avez entendu dernièrement, il y a eu assez de gens massacrés, c'est parce qu'effectivement la population ne se retrouve plus dans ce gouvernement. Parce que lorsque la population se retrouve dans le gouvernement, elle est prête à pouvoir dénoncer le mal, elle est prête à pouvoir signaler aux forces militaires de sécurité, ici ou à un tel endroit, nous avons un étranger que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Mais lorsque cette interaction-là n'existe plus, c'est fini, ça donne carrément une marge de manœuvre, de sorte que tout ce qui est négatif a maintenant droit de veto aujourd'hui. Mais la réalité, en dehors de cette malgouvernance, chez nous, nous savons évidemment qu'il y a ces problèmes de malgouvernance, mais la réalité aussi, c'est que au niveau international, comme nous l'avions dit quand nous étions à Vienne, c'est parce qu'évidemment, ils sont soutenus aussi de l'extérieur, nos responsables politiques. Le jour où, au niveau international, on commencera à dire « Niet, ceux qui veulent changer la Constitution, nous sommes contre, ne changez pas la Constitution, sinon nous vous lâchons ». À ce moment-là, les gens n'iront plus. Sinon, il faudra alors qu'on passe par la force comme au Burkina Faso, qu'il y ait encore les gens qui vont mourir pour que quelqu'un puisse respecter la Constitution qu'il lui-même a fait voter de façon volontaire. Ça, c'est pas normal. Donc, il y a cette sorte de frustration-là. Et nous sommes rendus compte effectivement que la pauvreté en elle-même est source de violence. Et lorsque la personne se rend compte qu'elle est exclue, même si elle est en train de travailler par rapport à son salaire, elle ne sait même plus vivre de ce salaire-là. Qu'est-ce qu'il peut faire au niveau du travail? Elle peut y aller pour 2 heures ou 3 heures le reste du temps, elle va se débrouiller pour aller chercher ailleurs. Et si elle va au travail, moindre possibilité de pouvoir dérober quelque chose au niveau du bureau, elle le fait. Et cet engagement-là
C'est lui qui nous disons, nous-mêmes nous disons chrétiens, quand nous lui disons non par rapport à ta foi, mais oui, la personne doit vivre, elle est en train de voir cette discrimination. C'est cette disparité-là qui arrive que quand on organise même ici, cette année, à moins, on a organisé les ateliers des acteurs politiques catholiques, où on invitait les hommes politiques catholiques que nous voyons à l'église, qui sont mariés religieusement. Mais par rapport à cette situation, quand nous leur posons la question, comment se fait-il que la vie qu'ils mènent en politique est en disparité par rapport à ce qu'ils devaient normalement mener à leur foi? Ils se disent, oui, là c'est un autre monde, ils doivent nécessairement arriver à s'impliquer ou sinon ils vont être éliminés. Et par rapport à ça, ils demanderont à ce que l'Église crée une école pour commencer à les encadrer. Non, mais c'est d'abord la conscience personnelle. C'est ainsi qu'à la réflexion d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il faut une conscientisation personnelle. Lorsque quelqu'un se rend compte par rapport à sa foi, et il fournit un effort de pouvoir l'appliquer, et alors à ce moment-là, nous irons pratiquement, ceux qui ont des moyens, à ce qu'on appelle aujourd'hui la distribution équitable des richesses du pays, entre autres. Et au niveau de la famille, on sait avoir un type de relation qui est tout à fait fluide, qui n'est pas à sens unique. Je voudrais là dire, si on ne pratique pas de la dictature au niveau de la famille et que chaque membre de la famille peut s'exprimer librement, exprimer ses idées et être accompagné dans ses désirs, on peut déjà mettre la personne en confiance. Mais si déjà au niveau de la famille, il y a des exclusions qui se vivent, parfois au niveau de la gestion du budget de la famille, et l'enfant se sent frustré parce qu'il n'est pas bien, en fait on ne s'occupe pas peut-être bien de lui et qu'on privilégie tel autre. Chez nous en Afrique, on a une autre réalité, c'est que la famille ne se limite pas au père, mère et enfant. La famille en Afrique, c'est une famille élargie. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des cousins, des cousines. Donc, s'il y a une personne qui a un travail, donc cette personne-là, en fait, est chargée de pouvoir s'occuper des autres. Donc, il se fait déjà que si il s'occupe plus de telle ou telle personne, cousin ou cousine, il y a tel autre qui se sent marginalisé. Donc, nous avons nous un défi en Afrique par rapport à cette question-là, qui fait qu'on doit pouvoir privilégier les dialogues, faire comprendre aux gens qu'ils doivent avoir confiance en eux-mêmes. Ici, je reviens encore au problème de pauvreté, parce que ce qui crée cette dépendance, c'est plus la pauvreté, le chômage, comme vous en avez aussi chez vous. Mais nous devons, en fait, cultiver la culture de créativité pour que les gens puissent arriver à créer, des possibilités d'être indépendants du point de vue financier. Cela résoudrait les problèmes de pauvreté et leur permettrait de pouvoir se sentir en égalité avec les autres. Parce que un autre défi que nous avons ici, c'est que quand déjà en famille, il y a une personne qui a un peu de moyens et que les autres dépendent de lui, ces personnes-là se sentent déjà inférieures à celui qui a des moyens. Et déjà, cette inégalité mentale crée déjà un problème et crée déjà automatiquement une exclusion. Parce que
en famille, déjà, on est appelé à n'écouter que celui qui a les moyens, et ceux qui n'en ont pas, même s'il y a un problème à traiter, ils se réservent même de donner une proposition de solution parce que, bon, ils pensent que celui qui a les moyens est supérieur à eux. Donc, il y a ce défi d'inégalité au niveau de la famille. Nous sommes dit, si cette réflexion s'arrêtait seulement dans les 4 murs là où nous avons été, ça ne servait à rien. Il faudrait réellement qu'on nous voit en action dans notre vie au quotidien. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement, au-delà du fait que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour partager sur les thèmes que vous nous avez proposés, et au niveau du MIEC, Pax Romana RDC, au moins tous les 2 ou 3 mois, nous commencerons à organiser des conférences pour nécessairement, qu'on le veuille ou non, réveiller cette conscience-là. Parce qu'aujourd'hui, on commence à accepter la situation qui est inacceptable, mais nous commençons à l'accepter comme si c'était une fatalité. Alors que ce n'est pas une fatalité. Et s'il faut nécessairement que nous arrivions à des interpellations, je ne sais pas, dernièrement, vous avez envoyé une note quand nous avons eu à écrire à nos évêques, parce que nous disons, les premières personnes auxquelles nous pouvons d'abord nous adresser, ce sont d'abord nos évêques. Quand nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous le faisons. Mais le problème ici, chez nous, avec cette extrême pauvreté, aujourd'hui, tout le monde se rend compte, pour s'enrichir, il faut qu'il fasse la politique. Et pour faire la politique, ce n'est pas pour gérer en bien les biens communautaires, au contraire, c'est pour s'enrichir au détriment des autres. C'est ça qui amène la frustration. De sorte que tout ce qui est comme action ou acte politique aujourd'hui est directement apparenté au mensonge. Donc, réellement, l'invitation à laquelle vous nous appelez, nous essayerons évidemment de fournir un effort pour que, quand nous sommes conscientisés, de voir dans nos paroisses respectives ou dans nos instituts supérieurs universitaires respectifs, si nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, organiser, ne serait-ce que des petites conférences ou bien des petits débats entre nous, pour que réellement cette conscience-là puisse se revenir. Parce que le plus grand problème, et nous sommes conscients de ça, le problème c'est déjà au niveau de la tête. Les antivaleurs ont pris une place incommensurable dans notre pays. Aujourd'hui, ce qui hier, on ne pouvait pas s'imaginer, à Kinshasa, ça se fait facilement. On fait la publicité de l'occultisme en plein air. Avant, on s'en cachait. Mais aujourd'hui, on vous fait même des communiqués, comme quoi, il y a réunion d'un cancard par-ci, il y a réunion de Rose-Croix par-là, et donc, ça devient facile. Et les gens y vont facilement. C'est ainsi que nous disons, d'abord, nous devons revenir à la famille, comme le disait Alain Monet. Parce que lorsqu'au niveau de la famille, l'enfant grandit avec cette crainte-là de Dieu, avec l'acceptation de ses parents, avec l'acceptation de ses conditions en se disant, je dois me battre pour me valoriser et pour améliorer les conditions. Le jour où cette personne-là arrivera au pouvoir, ou aura une parcelle de pouvoir, il pratiquera pratiquement ce qu'il a fait grandir. Mais lorsque déjà au niveau de la famille, il y a cette déperdition-là, ou dans cette extrême pauvreté, les parents sont incapables aujourd'hui de subvenir aux besoins de leurs enfants. Les enfants se débrouillent. Le parent se rend compte que l'enfant rentre à la maison avec un habit qu'il ne lui a pas acheté, il ne dit rien. Avant, ça ne se faisait pas. L'enfant ne peut pas ramener à la maison ce que le parent n'a pas donné. Et tout ce qu'on doit donner à l'enfant doit passer d'abord par les parents. Et on ne sait pas payer le minerval, mais l'enfant doit se débrouiller seul. De sorte qu'aujourd'hui, sans pouvoir le dire, que si aujourd'hui il y a le problème de la déperdition morale, surtout au niveau des jeunes filles, que ce soit aux humanités ou à l'université, entre autres, c'est ça. Elles doivent se prendre en charge pour payer leur minerval, pour s'acheter des syllabus. Ici, on ne donne pas de syllabus ou des livres comme ça se fait en Europe. Non, vraiment, le défi ici est très important. Et c'est ce défi-là de malgouvernance, se rendre compte que nous sommes riches, mais cette richesse-là n'est pas bien distribuée.